Chapitre 1. La nuit où tout a basculé. Les lumières stériles de l'hôpital bourdonnaient au-dessus de sa tête tandis que Clinton Garrett, assis près du lit de son fils de 8 ans, Jimmy, observait la poitrine du garçon se soulever et s'abaisser régulièrement. Les machines bipaient en rythme, seul son rompant le silence étouffant de l'unité de soins intensifs pédiatriques. Le petit visage de Jimmy était pâle sur les oreillers blancs, son corps brisé par ce que tout le monde appelait un accident. Les mains burinées de Clinton, marquées par 20 ans de travaux de construction, tremblaient tandis qu'il écartait une mèche de cheveux du front de son fils. À 42 ans, Clinton avait bâti un empire à partir de rien, commençant avec un simple marteau et aboutissant à Garrett Construction, l'entreprise de construction la plus respectée de Trois-Comtés. Mais tout son succès ne signifiait plus rien. Monsieur Garrett, le docteur Patricia Reynolds s'approcha, l'air grave. Clinton connaissait Patricia depuis le lycée. Ils étaient sortis ensemble brièvement avant qu'il ne rencontre Andrea. Sa blouse médicale ne pouvait cacher la compassion dans son regard. « J'ai besoin de vous parler. » Clinton se leva lentement, son 1,90 m projetant une ombre sur le petit lit. Ses yeux gris acier, qui avaient intimidé d'innombrables rivaux en affaires, exprimaient maintenant le désespoir d'un père. « C'est grave, Pat ?» Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, s'assurant de son intimité. L'hémorragie interne est grave. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais elle marqua une pause, peinant à trouver les mots. Clinton, je ne pense pas que Jimmy survivra à la nuit. Je suis désolé. Les mots le frappèrent comme un coup de massue en pleine poitrine. Clinton serra les mâchoires, ses poings se refermant. Il avait survécu à la pauvreté, bâti une fortune et écrasé tous ceux qui se dressaient sur son chemin. Mais il ne pouvait pas résister. « Où est Andrea ?» demanda doucement le docteur Reynolds. Le visage de Clinton s'assombrit. Sa femme, avec qui il était marié depuis 12 ans, se comportait étrangement ces derniers temps, distante, secrète. Lorsqu'on l'avait appelée pour l'accident de Jimmy, elle avait semblé presque soulagée. Puis, 2 heures plus tôt, elle avait tout simplement disparu. Comme interpellée par leur conversation, Andrea Garrett était apparue dans l'embrasure de la porte. À 36 ans, elle avait conservé la beauté qui avait séduit Clinton. J'avais un bal de fin d'année dans une université. Ses cheveux auburn étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable malgré les circonstances. Elle portait une robe coûteuse. Une robe que Clinton ne se souvenait pas lui avoir achetée. « Clinton », dit-elle d'une voix étrangement neutre. « J'ai besoin de vous parler, docteur Reynolds », s'excusa-t-elle, laissant le couple seul auprès de leur fils mourant. Andrea ne jeta même pas un coup d'œil à Jimmy. « Je n'en peux plus », dit-elle en consultant son téléphone. « Toute cette situation, c'est trop. » La voix de Clinton était dangereusement basse. « Notre fils est en train de mourir, Andrea. » Elle haussa les épaules, son geste glaçant par son insensibilité. « Ce sont des choses qui arrivent. Écoutez, j'ai déjà pris des dispositions avec les pompes funèbres Morrison. Enterrez-le à moindre coût. » Je n'y assisterai pas, ces mots flottaient dans l'air comme un nuage toxique. Clinton fixait sa femme, essayant de digérer ce qu'il venait d'entendre. En 12 ans de mariage, il avait vu l'égoïsme d'Andrea, sa nature matérialiste, mais... Qu'est-ce que vous venez de dire ? Andrea reculait déjà vers la porte. Je quitte Clinton. N'essayez pas de me trouver. Et ne vous attendez pas à ce que je gaspille de l'argent pour des funérailles fastidieuses pour un enfant qui, de toute façon, ne serait probablement rien. Elle se retourna et s'éloigna, ses talons claquant sur le sol en linoléum. Clinton resta figé, luttant pour saisir l'ampleur de sa trahison. Sa femme, la mère de son enfant, venait d'abandonner leur fils mourant avec pour instruction de l'enterrer à moindre coût. Quelques heures plus tard, Clinton était assis seul avec Jimmy, tandis que la respiration du garçon devenait plus superficielle. Les médecins avaient fait ce qu'ils pouvaient. Il ne restait plus qu'à attendre. Clinton tenait la petite main de son fils, lui chuchotant des histoires de chantier et de parties de pêche qu'ils avaient faites ensemble. « Papa. » La voix de Jimmy était à peine un murmure. Clinton se pencha plus près. « Je suis là, mon pote. J'ai laissé quelque chose pour toi. Important. » Les yeux de Jimmy peinaient à se concentrer. « Mes chaussettes. Regarde mes chaussettes. » Avant que Clinton ne puisse demander ce qu'il voulait dire, les yeux de Jimmy se fermèrent et les machines entamèrent leur dernier chant dévastateur. 2 heures plus tard,
Clinton était assis dans la salle familiale de l'hôpital, engourdi par le chagrin. Le directeur des pompes funèbres avait été contacté, les arrangements pris. Le corps de Jimmy avait été emporté, mais pas avant que Clinton n'ait honoré la dernière volonté de son fils. En retirant les petites chaussettes de Jimmy dans l'intimité de sa chambre d'hôpital, Clinton avait trouvé l'impossible. Une petite clé en laiton, pas plus grande que son pouce, soigneusement collée sous le pied droit de Jimmy. Avec elle se trouvait un petit morceau de papier portant l'écriture soignée de Jimmy, à l'âge de 8 ans. Utilise ceci pour déverrouiller ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, fixant la clé dans sa paume, Clinton sentit premier frémissement d'autre chose que du chagrin. Question, comment Jimmy a-t-il obtenu cette clé? Où s'est-elle déverrouillée? Et pourquoi son fils, dans ces derniers instants, s'était-il assuré que Clinton la trouve? La clé était chaude, portée par la peau de son fils, et gravée sur un côté d'un petit chiffre, 247. Clinton la retourna et retourna, son esprit de constructeur analysant sa construction. Ce n'était pas une clé de maison ou de voiture. On aurait dit qu'elle appartenait à un coffre-fort ou à un casier. Alors que l'aube se levait sur le parking de l'hôpital, Clinton Garrett était assis dans son camion, les yeux rivés sur la clé que son fils mourant avait tant bien que mal cachée à tout le monde, y compris au personnel médical qui avait examiné chaque centimètre du corps brisé de Jimmy. Le garçon était inconscient depuis l'accident, incapable de marcher ni même de bouger. Alors, comment Jimmy avait-il obtenu sa clé, et que voulait-il dire par ce qu'il y avait à l'intérieur? Clinton démarra son camion, son chagrin commençant à se cristalliser en quelque chose de complètement différent. Pour la première fois depuis l'accident, il ressentit le frémissement familier de ses instincts de prédateur. Les mêmes instincts qui avaient bâti son empire et il a détruit ses ennemis. Quelqu'un allait payer pour ce qui était arrivé à Jimmy. Et cette clé allait lui révéler qui? Chapitre 2. Dévoiler la vérité. 3 jours après les funérailles de Jimmy, une cérémonie modeste à laquelle seul Clinton, son contremaître Jerry Attinson et le docteur Reynolds assistaient. Clinton se tenait dans le hall de la First National Bank, la clé en laiton lourdement dans sa poche. Il avait passé des nuits blanches à visiter toutes les banques, bureaux de poste et entrepôts de 3 comtés, à la recherche de la boîte numéro 247. Monsieur Garrett, le directeur de la banque, Jeffrey Stokes, s'est approché avec une nervosité évidente. Jeffrey avait assisté aux funérailles, l'un des rares à avoir connu Jimmy personnellement. J'ai entendu parler de la clé. La boîte 247 a été payée grâce à un fonds fiduciaire. Un fonds créé au nom de Jimmy. Le sang de Clinton s'est glacé. Mon fils de 8 ans a créé un fonds fiduciaire. Non, monsieur. Quelqu'un d'autre l'a fait. Au nom de Jimmy. Le compte avait été ouvert 6 mois auparavant. Jeffrey a conduit Clinton au coffre-fort, ses mains tremblaient lorsqu'il inséra son passe-partout à côté de celui de Clinton. Monsieur Garrett, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vous devriez peut-être être accompagné. Ouvrez. La boîte glissa dans un grincement métallique. À l'intérieur se trouvait une enveloppe en papier craft épaisse contenant des documents et un petit appareil photo numérique. Clinton ouvrit l'enveloppe d'une main ferme. Mais ce qu'il trouva lui brouilla la vue de rage. Des photos, des dizaines. Andrea et WNA, un promoteur immobilier local que Clinton avait envisagé comme ami, dans des poses intimes datant de 8 mois. Mais ce n'était pas de simples photos. Les horodatages révélaient quelque chose de bien plus sinistre. Ils avaient planifié l'accident de Jimmy. Des impressions de SMS révélèrent l'horrible vérité. Wade faisait pression sur Andrea pour qu'elle quitte Clinton depuis des mois, mais elle refusait de renoncer à son style de vie confortable. La solution qu'ils élaborèrent était élégante dans sa cruauté. Retirer Jimmy de l'équation. Hérité de l'empire de la construction de Clinton par la dépression nerveuse ou la mort de Clinton. Puis éliminer Clinton lui-même. Le gamin est trop attaché à son père. Lire l'un des articles d'Andrea. Clinton ne l'abandonnerait jamais. Nous avons besoin d'une solution permanente. La réponse de WDE a glacé le sang de Clinton. Mon gars peut faire passer ça pour un accident. Panne de frein sur cette pente raide près de la carrière. Un enfant va à l'école par là tous les jours. Le document final était une police d'assurance vie sur Jimmy. Une que Clinton n'avait jamais vue auparavant. Andrea l'avait souscrite 6 mois auparavant, se désignant comme seul bénéficiaire. 2 millions de dollars. Les mains de Clinton froissaient les papiers tandis que l'ampleur de leur trahison devenait évidente.
Andrea et Wade n'avaient pas seulement prévu de tuer Jimmy. Ils avaient aussi comploté pour assassiner Clinton, faisant passer cela pour un suicide accablé de chagrin après la perte de son fils. L'argent de l'assurance vie financerait leur nouvelle vie ensemble. Mais comment Jimmy avait-il su? Comment un garçon de 8 ans avait-il découvert le projet de sa mère de le tuer? L'appareil photo numérique détenait la réponse. Clinton a parcouru des dizaines de photos que Jimmy avait prises en secret. Des images de sa mère et pesées ensemble. Des captures d'écran de SMS que Jimmy avait photographiées depuis le téléphone d'Andrea. Même des enregistrements audio. Un garçon malin avait enregistré avec la fonction mémo vocale de l'appareil photo. L'enregistrement final a été horodaté 2 jours avant l'accident. La petite voix de Jimmy murmurait dans l'appareil. Maman et oncle Wade vont me faire du mal. Ils pensent que je ne sais pas, mais je les ai entendus. Maman a dit, tu as besoin de moi pour qu'elle puisse avoir tout l'argent de papa. S'il m'arrive quelque chose, papa, utilise ça pour les faire payer. Je t'aime. La vision de Clinton devint rouge. Son fils brillant et courageux, savait qu'il allait mourir et avait passé ses derniers jours à rassembler des preuves pour protéger son père. Jimmy avait réussi à cacher la clé et le coffre-fort à tout le monde, tout en sachant que sa mère prévoyait de le tuer. Le garçon était mort non seulement pour protéger Clinton, mais aussi pour l'armée pour la guerre. Clinton photographia soigneusement chaque document avec son téléphone, puis remit les originaux sous scellés dans le coffre-fort. Il avait appris depuis longtemps que les preuves ne valaient rien si elles pouvaient être détruites. Mais surtout, il avait appris que la meilleure vengeance ne consistait pas seulement à punir. Il s'agissait de pousser les coupables à se détruire eux-mêmes. En quittant la banque, Clinton se rendit au chantier où Jerry Atkinson supervisait un nouveau complexe d'appartements. Jerry travaillait chez Garrett Construction depuis 15 ans. Ancien marine, il avait effectué 2 missions en Afghanistan avant de revenir au pays pour construire plutôt que détruire. Patron, s'approcha Jerry, l'inquiétude gravée sur son visage buriné. Comment ça va? Clinton tendit le téléphone à Jerry, le laissant parcourir les preuves. L'expression de Jerry s'assombrissait à chaque image, son attitude militaire reprenant le dessus tandis qu'il assimilait ce qu'il voyait. Bon sang, Clinton. Ils ont tué Jimmy pour l'argent de l'assurance. Pire encore, la voix de Clinton était d'un calme mortel. Il prévoit de me tuer aussi. Faire passer ça pour un suicide de chagrin. Jerry rendit le téléphone, la mâchoire serrée. Que voulez-vous que je fasse? J'ai besoin de tout savoir sur Wenap. Tout. Son entreprise, sa famille, ses faiblesses, et j'ai besoin de savoir où Andrea se cache. Jerry hocha la tête. J'ai un contact avec le cœur. Ils peuvent trouver n'importe qui. Déterrer n'importe quoi. Bien. Mais Jerry, les yeux gris de Clinton étaient comme de l'acier d'hiver. Ça ne s'arrête pas à les démasquer. Ça ne s'arrête pas à la prison ou au procès. Ils assassinent mon fils. Ils vont payer d'une manière qui les fera supplier pour la mort. Ce soir-là, Clinton était assis dans la chambre de Jimmy, entouré des dessins et des projets scolaires de son fils. Sur le bureau se trouvait le dernier projet artistique de Jimmy, un portrait de famille montrant Clinton et Jimmy pêchant ensemble. Andrea était nulle part sur la photo. Même dans les dessins de son enfant, Jimmy connaissait la vérité sur sa mère. Clinton ouvrit son ordinateur portable et commença à faire des recherches sur l'empire commercial de Wade Knapp. Wade possédait 3 immeubles d'appartements, un petit centre commercial et avait développé agressivement son patrimoine immobilier. Plus important encore, Wade était endetté au maximum, devant de l'argent à des personnes très désagréables. Un plan commença à se former dans l'esprit de Clinton, non seulement pour se venger, mais pour une destruction totale et absolue. Andrea et Wade avaient tué Jimmy pour l'argent et la liberté. Clinton les prendrait tous les 2 morceau par morceau jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus que la connaissance de ce qu'ils avaient fait, puis il leur ôterait la vie comme ils avaient pris ses fils. Son téléphone sonna. Le nom de Jerry apparut à l'écran. Je les ai trouvés, dit Jerry sans préambule. Wade habite une maison au bord d'un lac à environ 2 heures au nord. Les voisins disent qu'une rousse a emménagé la semaine dernière. Une voiture de luxe dans l'allée. Lumières allumées tous les soirs. Clinton sourit pour la première fois depuis la mort de Jimmy. Ce n'était pas une expression agréable. Parfait. Demain, on commence à les faire payer. Chapitre 3. Monter le piège.
Clinton passa la matinée suivante à son bureau, mais sans mener ses affaires comme d'habitude. Au lieu de cela, il orchestrait la destruction systématique de 2 personnes qui se croyaient assez intelligentes pour assassiner un enfant et s'en tirer impunément. Son premier appel fut adressé à Marcus Reed, un détective privé qui avait travaillé sur plusieurs affaires de fraude à l'assurance pour Garrett Construction. Marcus était cher, discret, surtout, avait des contacts dans des endroits très obscurs. « J'ai besoin de tout sur Wade Knapp », lui dit Clinton. Dossier financier, transactions commerciales, habitudes personnelles, ennemis, tout. Jusqu'où voulez-vous que je creuse jusqu'en Chine? Et Marcus, j'ai besoin de savoir à qui il doit de l'argent. Le genre de personne qui n'accepte pas les retards de paiement. Son deuxième appel fut adressé à Saul Perez, un avocat spécialisé dans les problèmes juridiques que les avocats traditionnels ne touchaient pas. Saul avait aidé Clinton à naviguer dans les zones d'ombre du secteur de la construction au fil des ans, et il comprenait que parfois la justice exigeait de la créativité. J'ai besoin que les avoirs de Wade Knapp soient liés à des nœuds juridiques, Clinton. Expliquez. Infractions environnementales, problèmes de permis, problèmes de code du bâtiment. Peu m'importe ce que vous devez déclarer ou qui vous devez rembourser. Je veux que sa trésorerie soit étranglée. À midi, Clinton avait lancé une douzaine de mécanismes, mais l'appel le plus important est arrivé à 13h47. Patron. La voix de Jerry était tendue par l'excitation. Il faut que vous voyiez ça. Clinton se rendit à l'appartement de Jerry, un logement modeste qui reflétait le côté pratique du contremaître. Jerry avait été occupé depuis leur conversation, utilisant ses relations militaires pour fouiller les antécédents de Wade Knapp. Wade a des problèmes, dit Jerry en étalant des photos sur la table de sa cuisine. De gros problèmes. Il doit 800 000 à des casinos d'Atlantic City. Le genre de personne qui casse les jambes d'abord et pose des questions ensuite. La photo montrait Wade rencontrant 2 hommes en costume coûteux devant un restaurant. Même de loin, leur langage corporel criait au danger. Vincent Caruso et son neveu Tony, continua Jerry. Ils tiennent les livres de la famille Torino. WDE a effectué des paiements, mais à peine. On dit qu'il a peut-être 2 semaines avant qu'il ne décide qu'il vaut mieux servir d'exemple que de débiteur. Clinton étudia les photos. Son esprit de bâtisseur voyait les fondations de la destruction de Wade. Quoi d'autre? André dépense l'argent comme de l'eau, vêtements coûteux, bijoux, soins au spa. Elle brûle l'argent plus vite que Wade ne peut le voler. Et tenez-vous bien, elle appelle sa sœur à Miami pour parler de refaire sa vie au chaud. Elle envisage de fuir. Ça va mieux. Wade ne sait pas. Il pense qu'ils construisent une vie ensemble ici. Mais Andrea regarde déjà les billets d'avion aller simple. Clinton sentit une satisfaction froide s'installer dans sa poitrine. La cupidité d'Andrea et Wade causerait leur perte, mais pas avant qu'ils ne fassent avancer les choses. J'ai besoin que tu prennes contact avec ces gens du casino, dit Clinton. Préviens-les que Wade touche de l'argent récemment. L'argent de l'assurance. Suggère-leur peut-être de lui en parler. Jerry eut un sourire carnassier. Tu veux qu'ils le serrent dans leurs bras? Je veux qu'ils le cassent, mais pas encore. D'abord, on va s'amuser. Cet après-midi-là, Clinton se rendit à Knapp Développement, l'agence immobilière de WDE, située dans un manoir victorien reconverti en centre-ville. La secrétaire de WDE, une jeune femme nommée Mélanie North, parut nerveuse à l'entrée de Clinton. « Monsieur Garrett », balbutia-t-elle. « Je suis vraiment désolé pour Jimmy. Monsieur Knapp m'a dit de te dire qu'il n'était pas disponible aujourd'hui. » Clinton sourit gentiment. « C'est bon, Mélanie. Je ne suis pas là pour voir Wade. Je suis là pour te voir. » La confusion de Mélanie était évidente. Clinton avait toujours été poli en affaires, mais il y avait quelque chose de différent chez lui maintenant, quelque chose qui la fit instinctivement reculer. « Je comprends que tu aies aidé Wade sur des projets spéciaux. Ces derniers temps, poursuivit Clinton. Des formalités administratives qui exigeaient de la discrétion. » Le visage de Mélanie pâlit. Clinton savait, grâce au rapport préliminaire de Marcus Reed, qu'elle avait aidé Wade à créer le faux fonds fiduciaire pour le coffre-fort de Jimmy. Elle pensait probablement que c'était une sorte de cadeau surprise. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Clinton déposa une enveloppe en papier craft sur son bureau. Ce sont des photos de vous en train de légaliser des documents pour un fonds fiduciaire au nom de mon fils décédé. Des documents que vous n'avez jamais signalés aux autorités compétentes.
Mélanie ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. Les photos étaient claires. Marcus Reed était très doué dans son travail. Je peux vous faire arrêter pour fraude, dit Clinton sur le ton de la conversation. Falsification de documents juridiques impliquant un mineur. C'est un crime. Mélanie ou quoi? Ou vous pouvez m'aider sur un projet. Quelque chose qui garantira à Wade Knapp exactement ce qu'il mérite. Mélanie fixa les photos, sa carrière et sa liberté étant en jeu. Quel genre de projet? Clinton se pencha en avant, sa voix se réduisant à un murmure. Le genre de situation où l'on garde son travail, sa liberté et sa conscience tranquille. Il suffit de s'assurer que Wade reçoive certains appels et documents dans les jours qui suivent. Tu peux faire ça? Mélanie hocha la tête avec frénésie. Elle était jeune, effrayée, et ignorait totalement qu'elle aidait un meurtrier. Clinton ne ressentait aucune culpabilité à utiliser sa peur. Elle avait involontairement contribué à tuer Jimmy, et maintenant elle allait l'aider à le venger. Bien. Demain matin, tu recevras un colis. À l'intérieur, il y aura des photocopies de documents d'assurance et un numéro de téléphone. Tu diras que l'enquêteur des Assurance a appelé pour s'enquérir de la police d'assurance de Jimmy. L'enquêteur veut le rencontrer en personne, mais il n'y a pas d'enquêteur des assurances, n'est-ce pas? Le sourire de Clinton était arctique. Non, Mélanie, il n'y en a pas. Ce soir-là, Clinton était assis dans son camion en face de la maison de Wade au bord du lac, observant à la jumelle Wade et Andrea jouer au papa et à la maman. Il faisait griller des steaks sur la terrasse. Andrea portait une robe qui coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Ils avaient l'air heureux, insouciants, comme un couple savourant sa bonne fortune. Ils ignoraient totalement que leur monde était sur le point de s'effondrer. Le téléphone de Clinton vibra, un SMS de Marcus Reed lui parvint. Wade détournait ses biens locatifs pour payer la dette du casino. La société de gestion immobilière était déjà méfiante. Un seul appel de la bonne personne et il vérifierait tout. Un autre SMS de Saul Perez. Dépôt de rapport d'infraction environnementale sur les 3 immeubles de Wade. Le ministère de la Santé prévoit des inspections surprises demain. Déclenchement d'un audit du fisc américain suite à une information anonyme concernant des revenus locatifs non déclarés. Le piège était tendu. La semaine suivante, Wade allait devoir faire face à des difficultés de toutes parts, juridiques, financières et personnelles. La pression allait monter jusqu'à ce qu'il commette une erreur. Et lorsqu'il la commettrait, Clinton l'attendrait. Mais la véritable beauté du plan de Clinton ne résidait pas seulement dans la destruction de Wade. C'était le fait qu'Andrea et Wade se retourneraient l'un contre l'autre lorsque la pression monterait. Leur cupidité et leur égoïsme, les traits mêmes qui les avaient poussés à assassiner Jimmy, allaient devenir les armes dont Clinton se servirait pour les détruire. En rentrant chez lui, Clinton passa devant la colline où Jimmy avait eu son accident. Quelqu'un avait laissé des fleurs près de la glissière de sécurité. Clinton s'arrêta et ajouta les siennes. Un petit camion de chantier, le genre avec lequel Jimmy adorait jouer. Presque l'heure, mon pote. Il murmura, papa va leur faire payer ce qu'ils t'ont fait. Le vent se leva, faisant bruisser les fleurs, et l'espace d'un instant, Clinton aurait juré avoir entendu la voix de son fils dans la brise. Je t'aime, papa. Fais-leur souffrir. Clinton eut un sourire sombre. Il avait fait beaucoup de promesses dans sa vie, mais celle-là, il avait l'intention de la tenir. Chapitre 4. La pression monte. Le monde de Wade Knapp commença à s'écrouler à 8h47 précise, un mardi matin. Il était assis à son bureau, sirotant un café et consultant des relevés de revenus locatifs, lorsque Mélanie fit irruption chez lui sans frapper. « Monsieur Knapp, il y a un problème, dit-elle d'une voix tremblante. Les services de santé sont là. Ils veulent inspecter les 3 immeubles. Ils ont dit qu'il s'agissait d'une enquête d'urgence suite à des plaintes anonymes concernant des infractions au code. » La tasse de café de Wade tomba par terre et vola en éclats. Quel genre de plainte? Moisissure, câblage défectueux, système de chauffage inadéquat. Ils ont des mandats d'arrêt. Avant que Wade puisse répondre, son téléphone sonna. L'identifiant de l'appelant indiquait la société de gestion immobilière qui gérait ses encaissements de loyer. Wade, il faut qu'on parle. La voix de Patricia Manning, la directrice financière de l'entreprise, retentit. Il y a des anomalies dans vos comptes, des anomalies importantes. La main de WDE se serra au téléphone. Ces 8 derniers mois,
il avait détourné des loyers pour couvrir ses dettes de jeu et financer son train de vie avec Andrea. Il avait été prudent, prélevant de petites sommes dans différentes propriétés, mais apparemment pas assez. Je peux vous expliquer. La police est en route pour votre bureau, interrompit Patricia. Ne quittez pas la ville. La ligne était coupée. Wade fixait son téléphone, l'esprit s'emballant. Ça ne pouvait pas arriver. Pas maintenant, alors qu'Andrea et lui étaient si près de commencer leur nouvelle vie ensemble. Son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, le numéro ne lui était pas familier. Attends, sieste. La voix était rauque, avec un accent de Brooklyn bien distinct. Ouais. Qui est-ce? Vincent Caruso. Je crois que tu sais pourquoi j'appelle. Le sang de WDE se glaça. Vincent Caruso était le shérif du casino qu'il évitait depuis 3 semaines. Leur dernière conversation s'était terminée par la promesse de Vincent de rendre visite à Wade si le prochain paiement était en retard. Vincent, je peux t'expliquer. J'ai l'argent. Tu as intérêt. Tout. 800 000 $ plus les 20% d'intérêt dont on avait parlé. Tu as 48 heures. 48 heures? C'est impossible. Alors fais preuve de créativité, car après 48 heures, mon neveu Tony commence à rendre visite aux gens qui te sont chers. À commencer par cette rousse avec qui tu couches. La ligne fut coupée, laissant Wade fixer son téléphone avec horreur. En l'espace de 10 minutes, son monde s'était effondré. Le ministère de la Santé fermait ses propriétés. La police enquêtait sur ses finances, et la mafia menaçait de tuer Andrea. Wade prit ses clés de voiture et se précipita vers la maison au bord du lac. Il devait prévenir Andrea, trouver un moyen de se sortir de ce pétrin. Mais pendant qu'il conduisait, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Le fisc, sa compagnie d'assurance, l'agence de protection de l'environnement. C'était comme si tout le monde avait décidé d'enquêter sur Wade Knapp le même jour. Pendant ce temps, Clinton Garrett, assis à son bureau, recevait les mises à jour de son équipe avec une satisfaction morose. Marcus Reed a appelé le premier. Le ministère de la Santé a trouvé exactement ce que nous avions caché. Marcus a signalé des échantillons de moisissures dans les systèmes de ventilation, des câbles défectueux dans les buanderies, des documents attestant de réparation de chauffage inadéquate. Les immeubles d'appartements de WDE seront condamnés d'ici vendredi. Jerry a appelé 20 minutes plus tard. Vincent Caruso est furieux. Son pote Tony vient de passer 2 fois devant les bureaux de WDE. Il ne plaisante pas, Saul Perez a annoncé la meilleure nouvelle de toutes. Le contrôle fiscal a révélé une mine d'or. WDE a été soumis à la déportation des revenus locatifs pendant 3 ans. Ses comptes sont gelés en attendant les résultats de l'enquête. Il n'aura pas accès à un centime. Clinton s'est accordé un instant de satisfaction avant de passer son prochain appel. Il a composé le numéro de la maison au bord du lac, sachant que Wade s'y précipiterait, paniqué. Andrea a répondu à la 3e sonnerie, d'une voix joyeuse et sereine. Bonjour, Andrea. C'est Clinton. Le silence a duré près de 30 secondes. Lorsqu'Andrea a finalement parlé, sa voix était soigneusement maîtrisée. Clinton, je ne m'attendais pas à avoir de vos nouvelles. J'imagine que non, surtout vu que vous avez été si occupé ces derniers temps. Nouvelle maison, nouveau style de vie, nouveau petit ami. Un autre silence. Je ne sais pas de quoi vous parlez. La voix de Clinton est restée conversationnelle, presque amicale. Je parle de Wadenap, Andrea. Je parle de l'assurance que vous avez souscrite pour notre fils. Je parle des SMS préparant le meurtre de Jimmy. Le téléphone glissa des mains d'Andrea et tomba bruyamment au sol. Lorsqu'elle le ramassa, Clinton l'entendit respirer bruyamment. Vous n'avez aucune preuve de quoi que ce soit, murmura-t-elle. En fait, j'en ai pas mal. Jimmy s'en est assuré avant que vous ne le tuiez. Jimmy avait 8 ans. Il ne savait rien. Notre fils était brillant, Andrea. Bien plus intelligent que tu ne le pensais. Il savait que tu prévoyais de l'assassiner et il a passé ses derniers jours à s'assurer que tu paierais pour ça. La voix d'Andrea se brisa. Tu mens. Coffre-fort 247 à la First National Bank. Ton fils adoré m'a laissé une sacrée collection de preuves. Photos, SMS, enregistrements audio, tout ce qu'il me faut pour te mettre en attente dans le couloir de la mort. Le bruit d'une voiture dans l'allée interrompit leur conversation.
Par les fenêtres de la maison au bord du lac, Andrea pouvait voir la BMW de Wade foncer sur l'allée de gravier, des nuages de poussière s'élevant derrière elle. On dirait que Wade rentre à la maison, observa Clinton, bien qu'il fût à des kilomètres. Tu devrais peut-être lui poser des questions sur sa conversation avec Vincent Caruso, sur l'enquête policière sur son détournement de fonds, ou sur le contrôle fiscal. Ça a été une sacrée journée pour ton petit ami. La ligne fut coupée au moment même où Wade franchissait la porte d'entrée, le visage pâle et les vêtements en désordre. Andrea, il faut qu'on parte. Fais tous tes bagages. On part ce soir. Andrea le fixa du regard. Les mots de Clinton résonnaient dans sa tête. Que s'est-il passé? Tout s'écroule. La police, le fisc, le ministère de la Santé. Quelqu'un orchestre tout ça, il fait tout arriver en même temps. Clinton est au courant. Andrea chuchota. Il appela. Il est au courant pour Jimmy, pour nous, pour tout. Les genoux de WDE fléchirent. Il s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. On est mort. Vince Caruso veut $800 000 en 2 jours ou il nous tue tous les deux. La police me recherche pour détournement de fonds. Et si Clinton a des preuves contre Jimmy, on file, dit Andrea, la voix de plus en plus forte. Ce soir, on prend le peu d'argent qu'on a et on disparaît. Avec quel argent? Wade rit amèrement. Mes comptes sont gelés. Les propriétés sont saisies. Environ $5 000 en liquide. Et ça ne nous fera pas quitter l'État, et encore moins le pays. Andrea s'approcha de la fenêtre, le regard fixé sur le lac. Au loin, elle aperçut un pêcheur solitaire dans une petite barque, trop loin pour être distingué. Quelque chose dans cette silhouette lui semblait familier, mais elle n'arrivait pas à le situer. Il doit y avoir quelque chose à faire, dit-elle. Un moyen de régler ça. WDE se leva, arpentant frénétiquement les lieux. La seule chose qui nous sauverait, c'est que Clinton meure avant qu'il puisse donner ses preuves à la police. Mais on a déjà essayé une fois, et regardez le résultat. Peut-être qu'on n'est pas obligé de le tuer, dit lentement Andrea. Peut-être qu'on doit juste le convaincre de se taire. Aïe. Andrea se détourna de la fenêtre, l'air calculateur. Clinton aimait Jimmy plus que tout. Et si on lui disait qu'on pouvait le ramener? Wade la fixa du regard. De quoi parlez-vous? Il y a un médecin en Suisse. Des procédures expérimentales. Si on pouvait convaincre Clinton que la mort de Jimmy n'était pas définitive, qu'il y avait une chance de... Sauve-le. Tu es fou. Jimmy est mort. On s'en est assuré. Mais Clinton ignore tout de nos connaissances en médecine, poursuivit Andrea, la voix de plus en plus excitée. On pourrait créer de faux documents, falsifier des rapports médicaux, faire croire qu'il y a de l'espoir. Attendez, secoua-t-il la tête. Ça ne marchera jamais. Clinton est trop intelligent pour ça. Clinton est en deuil. Les gens en deuil croient ce qu'ils veulent croire. Pendant leur conversation, aucun d'eux ne remarqua que le pêcheur sur le lac s'était rapproché du rivage. S'ils avaient regardé attentivement, ils auraient peut-être reconnu Clint et Garrett, assis patiemment dans sa petite embarcation, écoutant chaque mot à travers l'écouteur longue portée pointé vers leur fenêtre. Clinton sourit sombrement en enregistrant leur conversation. Il préparait une autre tromperie, une autre manipulation, mais cette fois, il serait prêt à les recevoir. Cette fois, il tomberait droit dans son piège. Chapitre 5. Le filet se referme. Le lendemain matin, Clinton était assis dans son bureau, écoutant l'enregistrement audio de la maison du lac, lorsque Jerry frappa à sa porte. Patron, on a. Entreprise, dit Jerry en s'écartant pour révéler Vincent Caruso et son neveu Tony. Vincent était exactement ce à quoi Clinton s'attendait. Un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés, aux vêtements coûteux et au calme digne d'années de violence. Tony était plus jeune, plus large d'épaules, avec l'air de quelqu'un qui aimait un peu trop son travail. Monsieur Garrett, dit Vincent en s'installant sur la chaise en face du bureau de Clinton. Je vous comprends, et nous avons un intérêt commun pour la sieste de Wade. Clinton se renversa dans son fauteuil, observant les deux hommes. Quel genre d'intérêt? Le genre où il me doit $800 000 et où vous voulez le faire souffrir pour des raisons personnelles. Le sourire de Vincent était d'une finesse remarquable. Mes sources me disent que vous avez fait pression sur Monsieur Knapp ces derniers temps. Vos sources sont bien informées. Tony parla pour la première fois,
sa voix rauque. On a entendu parler de votre enfant. C'est dur. Vous voulez vous venger. Nous voulons notre argent. On pourrait peut-être s'entraider. Clinton s'attendait à cette conversation. Quand vous bousculiez la vie de quelqu'un comme il avait bousculé les WD, les autres parties intéressées le remarquaient inévitablement. Que proposez-vous? Vincent sortit un dossier en papier craft, étalant des photos sur le bureau de Clinton. Elle montrait Wade et Andrea à la maison au bord du lac, faisant du shopping, dînant au restaurant. La surveillance était de qualité professionnelle. Wade pense qu'il va s'enfuir. Vincent dit, faire ses valises avec sa petite amie et disparaître. Mais fuir demande de l'argent, et grâce à vos efforts, Wade est ruiné. Tellement les gens désespérés font des choses désespérées. WDE va tenter une bêtise pour se faire de l'argent rapidement. Quand il le fera, nous voulons être là. Clinton étudia les photographies, son esprit travaillant. Que veux-tu de moi? Information. Vous semblez connaître les mouvements de WDE avant qu'il ne les fasse. Nous voulons savoir quand et où il fera surface ensuite. Tony se pencha en avant. De plus, nous avons entendu dire qu'il avait des preuves de la mort de votre enfant. Des preuves qui pourraient éloigner Wade pour toujours. Je pourrais. Nous ne voulons pas que Wade soit en prison, a déclaré sans embâche Vincent. Nous le voulons vivant et payant ce qu'il doit. Mais si vous envisagez de le tuer, il haussa les épaules. Nous voulons d'abord notre argent. Clinton a pris une décision qui aurait surpris lui-même, l'homme qu'il était avant le meurtre de Jimmy. Je n'ai pas l'intention de tuer Wade. Vincent haussa un sourcil. Non, j'ai l'intention de le détruire complètement. Prenez tout ce qu'il valorise, tout ce qu'il aime, tous les espoirs qu'il a pour l'avenir. La mort serait une miséricorde. Tony rit, un bruit comme du gravier dans une bétonnière. J'aime ce gars. Voici ce que je propose. Clinton a poursuivi. Vous obtenez votre argent. Je prends ma revanche. Mais nous le faisons à ma manière. Vincent y réfléchit. Quelle est ta voix? Clinton a sorti son téléphone et diffusé l'enregistrement audio de la maison du lac. Vincent et Tony écoutent le plan d'Andrea et Wade pour tromper Clinton sur la mort de Jimmy. Leurs voix s'assombrissent à chaque mot. Ils envisagent de manipuler un père en deuil, a déclaré Vincent à la fin de l'enregistrement. C'est peu, même pour des salopards comme eux, c'est pourquoi ils vont tomber dans notre piège, a répondu Clinton. Wade a besoin d'argent. Vous voulez votre argent. Je veux qu'il souffre. Nous allons donc donner à Wyatt une chance d'obtenir de l'argent. Une chance qui les détruira tous les deux. Clinton a exposé son plan. Il était élégant dans sa simplicité et brutal dans son efficacité. Vincent et Tony offriraient à Wade un travail, quelque chose qui semblait être de l'argent facile, mais qui était en réalité un piège. Wade sauterait sur l'occasion, désespéré de résoudre ses problèmes financiers. Mais le travail l'obligerait à trahir Andrea. Et la réaction d'Andrea fournirait à Clinton la dernière preuve dont il avait besoin. Vous voulez que nous les montions l'un contre l'autre, a déclaré Vincent avec admiration. Magnifique. Plus que ça, je veux qu'ils se détruisent. Et quand ils ont fini, vous récupérez votre argent. Wade découvre ce qu'est la vraie souffrance. Et Andrea paie pour le meurtre de mon fils. Cet après-midi-là, Wade a reçu un appel téléphonique qui semblait être un cadeau du ciel. L'appelant s'est identifié comme étant Marcus Torino, le cousin de Vincent Caruso, avec une proposition commerciale. J'ai entendu dire que vous aviez des problèmes de trésorerie, a déclaré Marcus. J'ai peut-être une solution. Ils se sont rencontrés dans un restaurant du centre-ville, loin des repères habituels de Wade. Marcus était un homme mince et nerveux. Energy and the kind of expensive watch that suggested serious money. He needs some to transport some merchandise, Marcus explained. Nothing dangerous, just some item that need to move from point A to point B without attracting attention. One job, 50,000 cash. WDES Desperation made ignore the obvious red flags. What kind of merchandise? The kind you don't ask question about. You pick up a package in Philadelphia, drive it to Richmond, hand it over. 8 hours work, 50 grands. When? Tomorrow night. Mais il y a une condition, Marcus. Se pencha en avant. Vous y allez seul. Pas de copine,
pas de partenaire, pas de sauvegarde. Il s'agit du travail d'un seul homme. L'esprit de WDE s'emballait. 50 000 leur ferait gagner du temps. Peut-être de quoi disparaître avant l'expiration du délai fixé par Vincent Caruso. Et ce n'était qu'un trajet en voiture une nuit. Je vais le faire. Marcus sourit. Bien. Je t'appellerai demain avec les détails. Alors que Wade retournait à la maison du lac, il ressentit de l'espoir pour la première fois depuis des jours. Andrea serait ravi. Il pourrait prendre l'argent et s'enfuir. Recommencer quelque part où Vincent Caruso ne les trouverait jamais. Mais lorsqu'il arriva à la maison du lac, Andrea faisait ses valises frénétiquement. Nous devons partir ce soir, a-t-elle déclaré sans préambule. J'ai réfléchi à ce que Clinton a dit. Il a des preuves. Des preuves réelles. Nous ne pouvons pas attendre. J'ai peut-être une solution, a déclaré Wade, expliquant l'offre d'emploi. Andrea a arrêté de faire ses valises, son expression suspecte. 50 000 pour un trajet? Ouetad, c'est évidemment illégal. Travailler avec le diable lui-même pour se venger de Jimmy. Ils se sont disputés pendant des heures, leur stress et leur peur les tournant les uns contre les autres. Andrea a insisté pour qu'il fût immédiatement avec le peu d'argent dont il disposait. Wade a soutenu que 50 000 leur donnerait de vraies options, une vraie chance de s'échapper. Très bien, Andrea a finalement dit, prenez votre travail de gangster, mais je n'attends pas pour voir si c'est un piège. Je pars ce soir avec ou sans toi. Wade la fixa, voyant son avenir s'effondrer. Tu m'abandonnes? Je me sauve. Quelque chose auquel vous auriez dû penser avant d'emprunter de l'argent à des tueurs. Ni l'un ni l'autre n'ont remarqué le petit appareil électronique qui avait été installé dans leur salon pendant leur dispute, ni le fait que chaque mot était transmis à un récepteur dans le camion de Clinton Garrett, garé à 800 mètres de là. Clinton a écouté leur combat avec une froide satisfaction. La pression fonctionnait exactement comme il l'avait prévu. Wade et Andrea se tournaient l'un contre l'autre, leur égoïsme et leur cupidité empoisonnant la relation. Ils avaient assassiné Jimmy pour le protéger. Demain soir, Wade se rendrait à Philadelphie pour récupérer un colis qui n'existait pas, tombant dans un piège qui l'achèverait pour toujours. Et Andrea s'enfuyait, pensant s'échapper, pour découvrir que Clinton avait également prévu cette possibilité. La première phase de leur destruction était terminée. Maintenant est arrivée la vraie douleur. Chapitre 6, le point de rupture. Wade s'est dirigé vers Philadelphie le lendemain soir avec 50 000 $ d'encens en tête et la peur grandissant dans son estomac. Andrea était partie ce matin-là sans lui dire au revoir, emportant ses vêtements et ses bijoux coûteux, mais laissant derrière elle toute prétention d'amour ou de loyauté. Le point de rendez-vous était un entrepôt du nord de Philadelphie, le genre de friche industrielle où de mauvaises choses arrivent à des gens naïfs. Les mains de WDE tremblaient alors qu'il entra dans le parking vide. Ses phares traversaient l'obscurité. Un homme sortit de l'ombre. Pas Marcus Torino, mais Tony Caruso. Le sang de WDE s'est transformé en glace lorsqu'il a reconnu le neveu de Vincent. Sortez de la voiture, Wade. Wade envisagea de courir, mais la main de Tony reposait négligemment sur sa veste où le contour d'une arme à feu était visible. Wade sortit lentement, les jambes instables. Où est Marcus? Il est censé me donner le colis. Tony rit. Il n'y a pas de colis, espèce d'idiot. Et il n'y a pas de Marcus Torino. Vous venez de conduire 3 heures jusqu'à votre propre exécution. D'autres hommes sortirent de l'entrepôt. 4 d'entre eux, tous avec des allures prédatrices de criminels de carrière. Wade était encerclé, seul et complètement impuissant. Attends, balbutia Wade. Je peux t'obtenir de l'argent. Tout. Donne-moi juste plus de temps. Le temps est écoulé, dit Tony. Mais avant d'en finir, mon oncle veut avoir une conversation avec vous. Vincent Caruso est descendu d'une berline noire, l'expression calme, mais les yeux prometteurs de violence. Ouetad, tu as l'air horrible. Vincent, s'il te plaît. Je peux tout expliquer. Je suis sûr que vous le pouvez. Mais d'abord, je veux que vous compreniez quelque chose. Vincent fit un signe de tête en direction de l'entrepôt. Votre petite amie n'est pas aussi intelligente qu'elle le pense. 2 autres hommes sortirent du bâtiment, traînant entre eux une silhouette qui se débattait. Andrea, ses vêtements coûteux déchirés et son maquillage parfait maculé de larmes. Wade, a-t-elle crié. Aidez-moi. Le monde de Wade a basculé. Comment ça va?
Elle est partie ce matin. Nous vous surveillons tous les deux depuis des jours, expliqua Vincent sur le ton de la conversation. Quand Andrea a essayé de courir, nous étions prêts. Je l'ai récupérée à l'aéroport pour essayer de monter à bord d'un avion pour Miami. Tony sourit. Elle avait une valise pleine de bijoux et environ 30 000 $ en espèces. Joli petit pécule avec lequel elle comptait repartir à zéro. WDE regarda Andrea, la compréhension l'envahissant. Tu me quittais définitivement. Attends, non. J'allais pêcher pour toi une fois que ce serait en sécurité. Le chagrin et la peur de WDE se sont cristallisés en rage. Tu allais disparaître et me laisser mourir. Vincent a suivi leur confrontation avec un intérêt professionnel. C'était exactement ce qu'il espérait. Des gens désespérés se retournant les uns contre les autres, commettant des erreurs qui pourraient être exploitées. Voici ce qui va se passer, annonça Vincent. Vous allez tous les deux régler vos dettes. Tous. À moi et à quelqu'un d'autre qui s'intéresse à votre situation. Un véhicule neuf s'est garé sur le parking. La camionnette de Clinton Garrett. Wade et Andrea ont regardé avec horreur Clinton sortir, portant un dossier en papier cartonné et arborant une expression qui promettait des choses terribles. Clinton. Andrea murmura, comment t'as-tu trouvé? Je ne t'ai jamais perdu. La voix de Clinton était conversationnelle, presque amicale. J'ai observé chacun de vos mouvements depuis le jour où vous avez abandonné notre fils mourant. Vincent recula, laissant de l'espace à Clinton. Cela avait été leur marché. Vincent coincerait Wade et Andrea, et Clinton aurait sa confrontation. Vous avez tué Jimmy pour l'argent de votre assurance, a poursuivi Clinton en ouvrant le dossier. 2 millions de dollars qui, selon vous, financeraient votre nouvelle vie ensemble. Mais tu as commis une erreur. Quelle erreur? Demanda Wade. Clinton sourit froidement. Vous avez sous-estimé mon fils. Jimmy savait ce que tu préparais. Il a passé ces derniers jours à rassembler des preuves contre vous. Clinton a sorti des photos, des transcriptions audio, des documents d'assurance, tous les SMS planifiant son meurtre, chaque réunion que vous avez eue, chaque chose cruelle que vous avez dite à propos d'un enfant que vous envisagez de tuer. Les jambes d'Andrea ont lâché. Elle s'est effondrée à genoux dans le gravier en sanglotant. Nous ne voulions pas que cela se passe comme ça. Vous vouliez que cela se passe exactement comme ça, a répondu Clinton. Vous avez recherché la meilleure façon de tuer un enfant et de donner l'impression que cela était accidentel. Vous avez souscrit une police d'assurance sur sa vie. Vous avez prévu de m'assassiner après mon chagrin, ce qui m'a permis d'éliminer. Wade recula, mais les hommes de Tony bloquèrent sa fuite. Clinton, nous pouvons trouver une solution. L'argent de l'assurance a été reversé à un hôpital pour enfants au nom de Jimmy. Clinton l'interrompit. Chaque centime que vous avez tué mon fils pour rien. Vincent s'éclaircit la gorge. En parlant d'argent, Wade me doit toujours 800 000 $ plus les intérêts. Clinton fouilla dans sa veste et en sortit un chèque de banque. La dette de WDE envers vous est désormais entièrement payée. Vincent examina le chèque en haussant les sourcils. C'est pour 1,2 million. Le supplément est pour votre patience et votre coopération. WDE le regarda sous le choc. Tu paies ma dette? Pourquoi? Le sourire de Clinton était arctique. Parce que je ne veux pas que tu meures rapidement. Je veux que tu souffres vivant pour ce que tu as fait à Jimmy. Vincent a empoché le chèque. C'est un plaisir de faire affaire avec vous, monsieur Garrett. Attendez, Andrea, considérez-vous très chanceuse et très stupide. Vincent et ses hommes sont montés dans leur véhicule et sont partis, laissant Wade et Andrea seuls avec Clinton dans le terrain vide. Le silence dura de longues minutes, interrompu seulement par les sanglots d'Andrea. Que se passe-t-il maintenant? Wade a finalement demandé. Maintenant, vous apprenez ce que ça fait de tout perdre, a répondu Clinton. Votre entreprise est détruite. Vos propriétés sont condamnées. Votre petit ami a tenté de vous abandonner. Votre réputation est ruinée. La police enquête sur votre détournement de fonds. L'IRS a gelé vos avoirs. Mais Vincent a récupéré son argent. Vous vivez en sachant que vous avez assassiné un enfant innocent et que vous n'en tirez aucun profit. Pas d'argent, pas de liberté, pas d'amour, pas d'avenir. Clinton retourna vers son camion, puis fit une pause. Oh, et attends. La police recevra des copies du témoignage de Jimmy demain matin.
André aussi. Vous serez tous les deux arrêtés pour meurtre au premier degré. Andrea leva les yeux du gravier, son maquillage complètement détruit. Clinton, s'il te plaît. Nous pouvons arranger cela d'une manière ou d'une autre. Faites les choses correctement. La voix de Clinton se réduisit à un murmure. Vous voulez faire assassiner mon fils, n'est-ce pas? Nous pourrions faire du travail caritatif. Aider les autres enfants. Montrer que nous sommes désolés. Clinton la regarda longuement. Et pendant un instant, Andrea crut voir une lueur d'autre chose que de la haine dans ses yeux. Puis il parla et tout espoir qu'elle aurait pu ressentir s'éteignit instantanément. Jimmy m'a laissé un autre message. Andrea, tu veux l'entendre? Sans attendre de réponse, Clinton a sorti son téléphone et a diffusé un fichier audio. La jeune voix de Jimmy remplissait l'air de la nuit. Papa, s'il m'arrive quelque chose, ne leur pardonne pas. Ils vont dire qu'ils sont désolés, mais ils ne le sont pas. Ils sont juste désolés de s'être fait prendre. Faites-leur payer pour ce qu'ils ont fait. Faites-leur souffrir comme ils nous ont blessés. Je t'aime, papa. Obtenez-les. L'enregistrement s'est terminé. Andrea et Wade regardèrent Clinton, comprenant enfin qu'il n'y aurait ni pitié, ni pardon, ni seconde chance. Demain, vous serez arrêtés, a déclaré Clinton. Vous passerez le reste de votre vie en prison, en supposant que vous surviviez aussi longtemps. Les tueurs d'enfants ne réussissent pas bien dans la population en général. Clinton est monté dans son camion et est parti, laissant Wade et Andrea bloqués dans le parking sombre, sans argent, sans moyen de transport et sans espoir. Leur cauchemar ne faisait que commencer. Chapitre 7. Les chutes du marteau. L'arrestation a eu lieu à l'aube, exactement comme Clinton l'avait promis. Wade a été emmené d'une chambre de motel bon marché où il avait passé la nuit, tandis qu'Andrea a été retrouvée endormie dans sa voiture devant une station-service, n'ayant nulle part où aller après leur confrontation sur le parking. La médiatisation a été immédiate et brutale. La mère et l'amant local accusé du meurtre du fils d'Aya ont fait la une des journaux, accompagnés de photos de Jimmy souriant lors d'un événement scolaire et de photos de la scène du crime de l'accident que les enquêteurs ont maintenant révélé avoir été soigneusement orchestré. Clinton a regardé la couverture médiatique depuis son bureau. Jerry à côté de lui avec une tasse de café et une expression satisfaite. Dee a dit qu'ils optent pour la peine de mort, a rapporté Jerry. Tous les deux. Les preuves sont accablantes. Bien. La voix de Clinton était plate, sans émotion. La rage qu'il avait soutenue pendant des semaines de planification s'était cristallisée en une froide satisfaction. Son téléphone sonna. L'identification de l'appelant indiquait le numéro de la prison du comté. Monsieur Garrett. La voix était brisée, désespérée. C'est Andrea. Ils m'ont laissé passer un coup de téléphone et j'ai dû essayer. Que veux-tu, Andrea? Clinton, s'il te plaît. Je sais que tu me détestes et tu as parfaitement le droit de le faire, mais je t'en supplie. Il doit y avoir un moyen de résoudre ce problème. Clinton s'appuya en arrière sur sa chaise, envisageant de s'entraîner. Je vais l'avouer. Je leur dirai tout. Assumer l'entière responsabilité. Je dirai, Wade ne savait rien du plan. S'il vous plaît, ne les laissez pas m'exécuter. Pourquoi m'en soucierais-je s'ils vous exécutent? Parce que je sais que tu n'es pas un tueur. Vous êtes en colère et vous devriez l'être, mais vous n'êtes pas comme nous. Vous ne voudriez pas vraiment que quelqu'un meure. Clinton est resté silencieux pendant si longtemps qu'Andrea a cru que l'appel avait été interrompu. Andrea, dit-il finalement, tu tues mon fils. Vous avez assassiné un garçon de 8 ans pour de l'argent. Vous m'avez dit de l'enterrer à moindre coût et vous êtes parti alors qu'il mourait. Je sais, et je n'ai pas fini. La voix de Clinton transperça ses paroles comme une lame. Tu veux savoir quel genre d'homme je suis? Je suis du genre à passer 3 semaines à détruire systématiquement votre vie et celle de votre petit ami avant de vous faire arrêter. Je suis du genre à rembourser vos dettes à la mafia juste pour vous garder en vie assez longtemps pour souffrir correctement. Que dis-tu? Je dis que quand ils t'attacheront à cette table d'exécution, je serai au premier rang. Et quand ils vous demanderont si vous avez un dernier mot, j'espère que vous vous souviendrez du visage de Jimmy. La ligne est tombée en panne. Andrea regarda le téléphone, comprenant enfin le désespoir total de sa situation. Mais Clinton n'en avait pas fini avec sa vengeance. Cet après-midi-là, il reçut une visite qui l'attendait, la sœur d'Andrea, Ray Levy,
qui était venue de Miami après avoir entendu parler des arrestations. Rel était plus jeune qu'Andrea, avec les mêmes cheveux auburn, mais sans la dureté développée chez sa sœur au fil des années. Elle était assise en face de Clinton dans son bureau, les larmes coulant sur son visage. « Monsieur Garrett, je suis vraiment désolé pour Jimmy. J'aime ce petit garçon comme s'il était mon propre neveu. » Clinton l'a étudié, voyant un véritable chagrin dans ses yeux. « Que veux-tu, Rel ? Je veux comprendre comment ma sœur a pu faire quelque chose d'aussi horrible. Andrea n'a pas toujours été comme ça. Avant, elle était gentille et attentionnée. Quelque chose l'a changé. La cupidité la change-t-elle ? Peut-être, mais il y a autre chose. » Michel hésita, puis sortit une enveloppe manille. « J'ai trouvé ça dans l'appartement d'Andrea à Miami. » Elle avait prévu de s'y installer définitivement. Clinton a ouvert l'enveloppe et a découvert des documents qui lui ont glacé le sang. Dossiers médicaux, évaluation psychiatrique, reçu d'ordonnance. Andrea consultait un thérapeute depuis des mois et se plaignait de pensées intrusives visant à nuire à sa famille. Elle planifie cela depuis près d'un an, a murmuré Michel. Les notes du thérapeute mentionnent qu'elle parle d'éliminer les obstacles à son bonheur. Clinton a lu les documents, sa colère atteignant de nouveaux sommets. Andrea n'avait pas simplement décidé de tuer Jimmy par impulsion. Elle fantasmait sur le meurtre de son propre fils depuis des mois. « J'ai besoin de copies de tout ce que vous avez, » a déclaré Clinton. « Garrett, qu'est-ce que tu vas faire ?» Le sourire de Clinton était terrible à voir. « Je vais m'assurer qu'Andrea paie pour chaque enfant qu'elle a blessé. » Ce soir-là, Clinton a rencontré un procureur de district, fournissant les nouvelles preuves qui ont transformé l'affaire d'une simple accusation de meurtre en une enquête potentielle pour meurtre en série. Le bureau du procureur a immédiatement commencé à examiner les décès à la garderie, et le matin, Andrea faisait face à des accusations supplémentaires pour la mort de 3 autres enfants. Wade, entre-temps, avait été abandonné par son équipe juridique lorsqu'il est devenu clair qu'il c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Je ne savais pas que ça finirait comme ça. Wade a protesté. Bien sûr que non. Vous n'êtes pas un vrai criminel, juste un stupide garçon riche qui pensait qu'il était plus intelligent que tout le monde. L'avocat de WDE, un défenseur public surmené nommé Jeffrey Stokes, lui a rendu visite cet après-midi avec d'autres mauvaises nouvelles. L'accusation propose un accord, a déclaré Jeffrey. La vie sans libération conditionnelle si vous témoignez contre Andrea. Quel genre de témoignage ? Ils veulent que vous confirmiez qu'elle était un cerveau, qu'elle avait planifié. Nous avons pensé que cette vie en prison était meilleure que l'exécution et Andrea avait quand même essayé de l'abandonner. Je vais le faire, a-t-il déclaré. Quand Andrea a appris la trahison de Wade, elle a crié si fort que les gardes ont dû lui donner un sédatif. Son propre avocat a tenté de négocier un accord similaire, mais l'accusation n'était pas intéressée. Andrea était le cerveau, le tueur en série, le monstre qui assassinait des enfants pour de l'argent et pour des raisons de commodité. Clinton a reçu des mises à jour sur les 2 cas du bureau du procureur, observant sa planification minutieuse entraîner la destruction complète des personnes qui avaient tué son fils. Mais même si la justice progressait, il ne trouvait aucune satisfaction dans leur souffrance. Rien ne ramènerait Jimmy. Rien ne pourrait effacer la douleur de perdre son enfant. Mais au moins le monde saurait que tuer Jimmy Garrett avait été la pire erreur qu'Andrea et Wade auraient pu commettre. Leur punition ne faisait que commencer. Chapitre 8. Pas de pitié. 3 mois plus tard, Clinton était assise au palais de justice tandis que Wadenap se présentait à la barre des témoins pour témoigner contre Andrea. L'accusation avait bâti un dossier accablant, mais le témoignage de WDE allait sceller le sort d'Andrea. Wade avait l'air brisé. La prison n'avait pas été tendre avec lui. Ses vêtements coûteux remplacés par une combinaison orange. Son attitude confiante fut remplacée par le regard hanté d'un homme qui avait tout perdu. Il évita de regarder Andrea pendant qu'il prêtait serment. « Monsieur Knapp, commença le procureur, veuillez parler au tribunal de votre relation avec l'accusé. » La voix de WDE était à peine audible. « Andrea et moi avons eu une relation amoureuse pendant environ 8 mois avant la mort de Jimmy. Et au cours de cette relation, Madame Garrett a-t-elle déjà parlé de ses sentiments à l'égard de son fils ?» Wade jeta un coup d'œil à Clinton, puis détourna rapidement le regard. Elle a dit que Jimmy était un obstacle, que Clinton ne le quitterait jamais et ne la laisserait jamais l'éloigner de son père. A-t-elle suggéré une solution à ce problème ? Elle a dit que la voix de WDE s'était brisée. Elle a dit, la seule façon pour nous d'être ensemble, c'était si Jimmy partait définitivement.
L'avocat d'Andrea s'y est opposé, mais le juge a rejeté sa décision. Wade a poursuivi son témoignage dévastateur, décrivant en détail comment Andrea avait recherché des moyens de tuer des enfants, comment elle avait souscrit une police d'assurance et comment elle avait également planifié la mort de Clinton. Elle m'a dit que Clinton était faible. Wade a dit qu'il se suiciderait probablement de chagrin après avoir perdu Jimmy, ce qui nous faciliterait la tâche. Clinton écoutait chaque mot, le visage impassible. Mais à l'intérieur, sa rage s'intensifiait à chaque révélation de la cruauté calculée d'Andrea. Lorsque la défense a contre-interrogé Wade, elle a essayé de le présenter comme le cerveau, manipulant les émotions d'Andrea pour son propre bénéfice. Mais l'effondrement total de WDE à la barre a clairement montré qu'il était un homme faible qui avait été dominé par un prédateur. Je sais que je mérite de mourir pour ce que j'ai fait, a sangloté Wade lors de l'interrogatoire réexaminé. Mais Andrea, elle n'est pas humaine. Elle avait prévu de tuer un enfant comme d'autres personnes planifient des vacances. Le procès a duré 6 semaines. Rob, ses cheveux tirés en arrière, essayait de projeter l'innocence et le remords. C'était une erreur catastrophique. Garrett, a demandé le procureur. Aimez-vous votre fils? Bien sûr que j'aime Jimmy, a répondu Andrea, sa voix soigneusement modulée. Alors pourquoi avez-vous parlé de l'enterrer à moindre coût? Garrett, comment expliques-tu la police d'assurance que tu as souscrite sur la vie de Jimmy? Je pensais à son avenir. Urgence médicale à l'université. Une police de 2 millions de dollars pour un enfant de 8 ans. Je voulais le protéger. Protéger de quoi? De l'accident que tu préparais. Ce n'est pas que je n'ai jamais. Le procureur a fait écouter un enregistrement secret de Jimmy. La voix d'Andrea a empli la salle d'audience. Les enfants sont trop attachés à son père. Clinton ne l'abandonnerait jamais. Il nous faut une solution permanente. Andrea fixait l'orateur tandis que ses propres mots l'ont condamné. Elle a oublié cette conversation, j'ai oublié que Jimmy aurait pu écouter. C'est sorti de son contexte, a-t-elle déclaré chaque semaine. Quel contexte rend acceptable la planification du meurtre d'un enfant? Madame Garrett. La façade prudente d'Andrea s'est effondrée. Vous ne comprenez pas la pression que je subis. WDE me poussait, menaçant de partir si je ne faisais rien pour Jimmy. Alors, vous avez décidé de tuer votre fils? Ce n'était pas censé se passer comme ça. L'accident était censé être rapide et indolore. La salle d'audience a éclaté. L'avocat d'Andrea avait l'air de vouloir se cacher sous la table. Andrea elle-même sembla réaliser ce qu'elle venait d'admettre, sa main se portant à sa bouche. Vous confirmez que vous aviez planifié la mort de Jimmy? Le procureur a insisté. Non, je veux dire, ce n'était pas un meurtre. C'était censé ressembler à un accident. Parce que le meurtre et la mort accidentelle sont des choses différentes, Madame Garrett. Andrea s'est complètement effondrée, sanglotant et bavardant sur la pression, la peur et la manipulation de WDE, mais ses paroles n'ont fait que creuser sa tombe plus profondément. Clinton a assisté à la destruction complète de sa femme avec une froide satisfaction. Voilà à quoi ressemblait la justice. Pas seulement une punition, mais la révélation complète du mal tel qu'il était. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures. Coupable sur tous les plans. Meurtre au premier degré de Jimmy Garrett. Meurtre au premier degré de 3 enfants à la garderie. Complot en vue de commettre un meurtre. Fraude à l'assurance. La phase de pénalité était encore plus courte. La condamnation à mort d'Andrea a été unanime. Wade a été condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle en échange de son témoignage, mais Clinton savait que la justice pénitentiaire serait probablement sa véritable peine. Les tueurs d'enfants n'ont pas survécu longtemps dans la population générale. Après la condamnation, Clinton s'est tenu devant le palais de justice, face à une foule de journalistes. Il avait évité l'attention des médias tout au long du procès, mais il avait désormais quelque chose à dire. Mon fils Jimmy avait 8 ans lorsque sa mère l'a assassiné pour de l'argent. Commença-t-il, sa voix transportant la foule. Il était brillant, gentil et courageux. Dans ces derniers jours, sachant qu'il allait mourir, il a passé son temps à me protéger et à rassembler des preuves pour s'assurer que ses assassins seraient arrêtés. Les journalistes se sont rapprochés. Les caméras tournent. Andrea Garrett et WNA pensaient qu'ils étaient assez intelligents pour commettre le crime parfait. Ils pensaient pouvoir assassiner un enfant et s'en tirer sans problème. Ils avaient tort.
Monsieur Garrett. Un journaliste a crié, « Pensez-vous que justice a été rendue ?» Clinton resta silencieux pendant un long moment. La justice récupérerait mon fils. Ce que nous avons, c'est la responsabilité. Andrea Garrett mourra pour ses crimes et Wednap passera le reste de sa vie à se souvenir de ce que lui a coûté le meurtre d'un enfant innocent. Éprouvez-vous de la sympathie pour eux? L'expression de Clinton se durcit. Je ressens exactement autant de sympathie pour eux qu'ils en ont ressenti pour Jimmy lorsqu'ils l'ont tué. Aucun. Alors que Clinton s'éloignait du palais de justice, son téléphone sonna avec un SMS de Jerry. C'est fini, patron. Vous les avez. Mais Clinton savait que ce n'était pas fini. Ce ne serait jamais fini. Jimmy était toujours mort, et aucune vengeance ne pourrait changer cela. Pourtant, son fils pouvait se reposer en sachant que ses assassins avaient payé le prix ultime de leur mal. Il faudrait que cela suffise. Chapitre 9. Le bilan final. 2 ans après le lors du procès, Clinton se tenait dans la salle d'observation de la prison d'État, regardant à travers une vitre par balle pendant qu'Andrea Garrett se préparait pour son exécution. Elle avait épuisé tous ses recours, licencié et engagé plusieurs avocats, et avait finalement accepté que sa mort était inévitable. Clinton s'était vu offrir la possibilité de parler avec Andrea avant son exécution. Il a refusé. Il n'y avait rien qu'elle puisse dire qui aurait de l'importance et il n'y avait rien qu'il voulait entendre d'elle. Wednap avait été assassiné en prison 18 mois plus tôt, exactement comme Clinton l'avait prédit. Un groupe de détenus avait pris connaissance de ses crimes et rendait sa propre justice. Clinton n'a ressenti aucune satisfaction à cette nouvelle. C'était simplement la conséquence naturelle des choix salariaux. Alors que l'exécution commençait, Clinton pensa à Jimmy. Son fils aurait maintenant 10 ans, jouant probablement dans une petite ligue de baseball ou construisant des constructions élaborées avec ses camions jouets. Au lieu de cela, Jimmy n'existait que dans les souvenirs et dans les preuves qui avaient amené ses assassins devant la justice. Le directeur a contacté Clinton alors que le processus touchait à sa fin. Elle vous a demandé si vous aviez un dernier mot pour elle, a-t-il dit doucement. Clinton a regardé la forme d'Andrea à travers le verre. Dis-lui que Jimmy lui dit bonjour. Une fois ce fut fini, Clinton se rendit au cimetière où Jimmy était enterré. La pierre tombale était un simple granit avec une inscription qui capturait tout ce qui était important. James Jimmy Garrett, fils bien-aimé, héros, protecteur. Clinton s'est assis à côté de la tombe comme l'a dit son fils, s'autorisant enfin à ressentir autre chose que raide pour la première fois en 2 ans. C'est fait, mon pote, dit-il doucement. Ils ne peuvent plus faire de mal à personne d'autre. Le vent bruissait dans les arbres et Clinton pouvait presque imaginer qu'il entendait la voix de Jimmy. Je t'aime, papa. Merci d'avoir tenu votre promesse. Clinton avait tenu de nombreuses promesses dans sa vie, mais celle-ci était celle qui comptait le plus, la justice pour Jimmy, la responsabilité de ses assassins et la certitude que leur méchanceté avait été révélée et punie. Il est resté au cimetière jusqu'à la tombée de la nuit totale, parlant à son fils de projets de construction et d'affaires, des sorties de pêche qu'il ne ferait jamais et des matchs de baseball auxquels il n'assisterait jamais. Lorsqu'il est finalement parti, Clinton a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis la mort de Jimmy. Paix. Pas du bonheur, ça il ne reviendrait peut-être jamais complètement, mais il était en paix en sachant qu'il avait honoré la mémoire de son fils et veillé à ce que le sacrifice de Jimmy n'ait pas été vain. Le garçon mort en protégeant son père avait finalement protégé d'innombrables autres enfants en veillant à ce que ses assassins ne puissent plus jamais lui faire de mal. C'était le véritable héritage de Jimmy, et c'était suffisant. 3 mois plus tard, Clinton a reçu une lettre d'une femme nommée Sally Chamberlain, dont la fille avait été l'une des victimes d'Andrea à la garderie. Sally a remercié Clinton de n'avoir jamais abandonné, d'avoir cherché à obtenir justice alors que la police avait laissé tomber sa famille des années plus tôt. Grâce au courage de votre fils et à votre détermination, Sally a écrit, la mort de ma fille a enfin un sens. Andrea ne pourra jamais faire de mal à un autre enfant, et les autres familles ne souffriront pas de ce que nous avons souffert. Clinton gardait la lettre dans le tiroir de son bureau avec des dizaines d'autres familles qui avaient trouvé la fin grâce au cas de Jimmy. La mort de son fils avait été une tragédie, mais le dernier acte de courage de Jimmy avait sauvé d'autres enfants et apporté la paix à d'autres parents. Ce n'était pas la vie que Clinton avait planifiée, mais c'était un but qui valait la peine d'être vécu. Chaque nuit, il s'endormait en sachant que justice avait été rendue et que le mal avait été puni. Jimmy Garrett était parti. Mais son héritage perdurait dans chaque enfant qui ne rencontrerait jamais Andrea Garrett.
dans chaque famille qui ne connaîtrait jamais ce genre de mal. C'est ainsi que l'histoire d'un héros se terminait réellement. Non pas par la vengeance, mais par la rédemption. Non pas par la haine, mais par la certitude que l'amour avait triomphé du mal, même dans la mort. Clinton Garrett avait tenu sa promesse à son fils et, ce faisant, il avait découvert que parfois, la plus grande victoire n'est pas de vaincre ses ennemis, mais de s'assurer qu'ils ne puissent plus jamais faire de mal aux innocents. Jimmy aurait été fier. Et voilà, une autre histoire se termine.